Les jours passent sans se ressembler entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Pas du tout, estiment certains qui qualifient ce qu'ils estiment être des avancées diplomatiques. D'autres, par contre, font remarquer qu'il y a eu Addis Abeba, il y a eu Kampala, et il y aura peut-être une rencontre au niveau des pays de la SADC. Et pour cela, on va essayer de reprendre la situation qui prévaut dans la partie est du pays, de la République démocratique du Congo, cette situation qui, d'une certaine manière, met également le Congo en présence avec le Rwanda. Je voudrais peut-être qu'on commence avec vous pour comprendre, d'une certaine manière, ce qui peut être à la base de ce problème. Je commence avec vous parce qu'il faut peut-être rappeler à ce niveau que vous êtes ancien ambassadeur de la République démocratique du Congo à l'époque Zaïre, au Rwanda, avant le génocide de 1994. Oui, il y a une réponse à deux détentes. On peut aller jusqu'au déluge, c'est-à-dire depuis la colonisation, la révolution de 1958, qui a en fait déclenché l'hostilité cyclique entre les Tutsis et les Hutus. Et puis, il y a l'assassinat, l'accident du président Habyarimana, qui a déclenché un mouvement d'immigration massive vers le Congo pour fuir les nouveaux maîtres et la poursuite des nouveaux maîtres pour faire subir le sort du vaincu à ceux qui s'échappaient ainsi par le Congo. Et puis, il y a des éléments opportunistes, comme les rivalités internes aux Kivussiens, comme la découverte des richesses immenses du Congo et immédiatement exploitables de la part de ceux qui étaient venus poursuivre les immigrés ou les réfugiés rwandais et de la part des réfugiés rwandais, n'est-ce pas, et qui, associés, n'est-ce pas, l'association de ces deux éléments ont fait que, finalement, c'est une situation devenue structurelle et cyclique. Situation que vous présentez de cette manière-là, je voudrais faire intervenir le professeur Biya. Oui, juste après que nous ayons également suivi ce qui a été dit dans la presse, il y a ce qu'a dit le journal Le Phare, il y a ce qu'a dit Le Potentiel, il y a ce qu'a dit, par exemple, l'Observateur, et c'est à cela que je voudrais vous convier en ce moment-ci. Voici les unes des journaux parus à Kinshasa. Pour redorer le blason terni, il y a nécessité, suggère le confrère, de réchauffer sans tarder les programmes de démobilisation des ex-combattants, de recruter de nouvelles unités, de former des officiers et soldats, d'aménager et équiper des bases militaires, de motiver les troupes ainsi que de maîtriser les effectifs. Deux positions diamétralement opposées qui amènent le quotidien à douter de chances de la paix à s'installer dans l'immédiat et la force internationale neutre à se déployer. En un mot, naissance de la force internationale neutre est marquée par les douleurs de l'enfantement. L'envoyé spécial du journal invite Kinshasa à faire preuve de lucidité. Outre cette problématique des troupes, la consoeur souligne combien les chefs d'État ont décidé de faire cesser définitivement les combats sans exclure la possibilité de prise de sanctions à l'endroit de ceux qui obstruent le processus de paix. Tout en épinglant le dos de Kampala, le journal se réserve de se montrer tendre envers Yoweri Kaguta Museveni, qui l'oppose à Eduardo Santos dans le pays. Le Congo-Brazzaville, le Kenya et la Zambie sont solidaires à la RDC, qu'ils ont soutenu à bout de bras lors du sommet. Professeur, réaction, s'il vous plaît. Lorsqu'on suit les commentaires de journalistes, on s'aperçoit toujours que dans le traitement de la question qui est devenue régionale, il y en a qui s'attachent aux épiphénomènes et il y en a peut-être qui n'ont pas le courage de dire exactement le vrai problème, le vrai souci qui aurait été à la base des drames que l'on vit aujourd'hui. Et c'est peut-être à cela que les théoriciens que je suis voudraient peut-être aider à apporter comme contribution. Parce que j'ai l'impression que si l'on tient compte des situations évoquées par l'ambassadeur, qui concernent le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, depuis les années 60, depuis les années 50 pour le Rwanda-Burundi, parce qu'il faut dire que c'est depuis 59 et qu'il y a des problèmes d'instabilité là-bas. Vous prenez l'Ouganda, c'est un pays instable depuis les années 60, 62 surtout. Alors, vous voyez qu'il y a eu, à un moment, à travers certainement
la crise de l'Ouganda et la crise du Rwanda, une sorte de volonté de leaders rwandais et ougandais de trouver une issue à cette crise qui durait depuis très longtemps. Or, il s'est fait, me semble-t-il, que dans cet effort d'une sorte de géopolitique de stabilité durable, qui aurait pu conduire ou qui pouvait conduire, qui devrait conduire soit à une sorte de recomposition stratégique, c'est-à-dire si les États pouvaient prendre conscience du problème et chercher à s'attaquer aux facteurs qui, à l'intérieur des États, étaient à la base de crise, c'est-à-dire la faiblesse peut-être des États pour reconstruire de nouveaux États. Il s'est fait qu'en ce moment où il veut s'attaquer à ça, malheureusement, de façon un peu dramatique, parce que c'est le contexte de guerre qui oblige en fait à chercher des changements ou à faire de reconfiguration géopolitique, la RDC, qui avait été pendant longtemps une sorte de glacier protecteur, s'effondre dans la crise. Il vient en fait, malheureusement, et contrarier un peu un dessin en élaboration. Alors, comment est-ce que ces acteurs qui cherchaient à stabiliser de leur façon la situation vont se comporter? Ils ne vont pas s'occuper en fait d'abord de la stabilisation de la RDC. Ils s'occupent en fait de leur dessin nouveau, de créer de nouveaux contextes chez eux, d'avoir des pouvoirs qui peuvent être tant soit peu, si pas légitimes, mais efficaces, notamment le Rwanda et le Kampala. Alors, en ce moment, ils se disent que s'ils se chargent de chercher à aider la RDC, ils peuvent avoir oublié en fait les devoirs qui sont les leurs de céder eux-mêmes d'abord. Ils préfèrent que la situation pourrisse en RDC. Malheureusement, ils contribuent à l'accentuer parce qu'ils auraient trouvé en fait dans le glissement de la RDC le moyen de faire même bas sur les ressources qui les rapportaient en fait une sorte de légitimité de fait. Parce que par la ponction faite sur les ressources de la RDC, ces régimes confrontés au problème de légitimité démocratique chez eux pour trouver des arguments en fait d'une autre légitimité. Est-ce que pris de cette manière-là, M. Atundo, c'est comme si finalement Addis Abeba, Kampala et peut-être demain dans les milieux de la SADC, ce sera comme encore une fois comme dans un marché de dupes? Non, ce n'est pas un marché des dupes. Mais c'est à nous d'identifier d'abord l'intérêt stratégique de Kagame et sa méthodologie d'approche pour réaliser cela. Parce que la SADC, la CIRGL, la CPGL, ce sont des cadres juridiquement protégés et sécurisants pour traiter les problèmes de développement et de sécurité. Bon, on pourra peut-être y revenir, mais je veux encore revenir sur le professeur Bioya quand il faisait remarquer à la suite de cette revue de presse que certains gens s'attachaient à des épiphénomènes. Est-ce que vous comprenez par exemple le cas de ce que dit le potentiel pour revenir à Kampala où les dirigeants politiques de la région se sont rencontrés après Addis Abeba? Est-ce que vous dites aussi qu'il y a eu un échec? Ben, absolument, moi je suis cela, et c'est là où je pense peut-être que les commentaires des gens, le potentiel, sans dire concrètement en quoi aurait consisté la lucidité du gouvernement congolais, semblent dire des choses qui sont véridiques et vraies. Parce que pour la première fois au moins, la RDC s'est mise en garde contre une sorte d'enthousiasme dont on avait toujours fait montre d'adhérer facilement à tout ce qui venait, tout ce que la CIRGL disait, tout ce que la région disait. Parce qu'il y a eu un culte, il y a encore jusqu'à aujourd'hui un culte de la région. La nation, en fait, c'est le moins de soucis dans notre diplomatie depuis un certain temps. On a travaillé depuis un moment, et je sais de quoi je parle, parce que moi, je suis ancien conseiller politique des ministres des Affaires étrangères de la Libération, le tout premier ministre des Affaires étrangères. Donc, je suis parfaitement au courant de ce qu'avaient été des orientations diplomatiques de la région conçues par Museveni, parce que quand nous étions dans nos affaires, nos grands événements comme ça, nous allions recevoir des instructions à Kampala. Moi, j'ai pris du café dans la cour de Museveni avec Museveni et ses ministres des Affaires étrangères, accompagnant mon ministre de l'époque. Alors, c'est pour la première fois que la RDC, en fait, se met en garde contre ce qu'on appelait la prééminence régionale. Et si vous lisez très bien le communiqué, ou ce qu'on appelait ça, c'est un communiqué, la déclaration de Kampala, vous revoyez, en fait, la philosophie initiale, initiée par Museveni, qui disait que lorsqu'il y avait des problèmes dans la région du Grand Lac, ce sont les dirigeants de la région du Grand Lac qui disaient
comment en fait on devait les résoudre. Et ils disent quelque part, nous recherchons une solution locale. Un peu comme la si solution nous étions locale, devenus c'est-à-dire que ce une n'est pas à la RDC de dire, d'apprécier la situation. Mais cette fois, pour la première fois, la RDC, au moins, a essayé de faire comprendre à tout le monde que ces problèmes tels qu'on voudrait les résoudre, eh ben, ça ne permet pas à la RDC d'affirmer sa souveraineté. Parce que la RDC qui est victime de l'agression, on ne peut pas proposer à la victime ce que les autres trouvent bon. On ne peut pas, par exemple, du point de vue du droit international, demander à un pays agresseur d'apprécier la composition de la force neutre qu'on met en place. Voilà, parce que ce pays, au lieu d'être condamné, ce pays est interdit de vos chapitres. Mais aujourd'hui, s'il y a eu blocage à Kampala, c'est parce que le Rwanda exprime ses vues et ses vœux sur ce que doit être la force. Alors que c'est elle qui est l'agresseur, ou que c'est lui qui est l'agresseur, c'est lui qu'on doit condamner. Et vous aurez constaté très bien, professeur, on y reviendra sûrement. Mais peut-être qu'en nous donnant la possibilité de connaître auprès de M. Atundu s'il estime également que c'est un blocage ou que c'est une étape qui sera franchie. Non, ce n'est pas un blocage, c'est le développement normal de la stratégie de ce qu'il faut bien appeler les ennemis ou les adversaires du Congo. Lorsque vous mettez ce comportement en rapport avec la lettre des sénateurs américains, qu'est-ce que les sénateurs américains disent? Un, ils apprécient hautement le rapport de partenariat et de coopération avec le Rwanda sur le plan de sécurité et de développement dans la région. Deuxièmement, ils mettent le Rwanda en garde contre le risque de perdre cette coopération à cause de son implication dans le développement de la situation au Kivu. Troisièmement, c'est le plus important, ils recommandent en réalité au Congo, au Rwanda, au président Kagame, de laisser le Congo jouer son rôle dans la sous-région en même temps que lui, Kagame, et les autres, probablement, Museveni. Or, cette démarche ne peut pas avoir l'assentiment de Kagame, parce que l'ambition de Kagame, c'est d'être le leader, d'exercer le leadership dans la région. Or, aujourd'hui, il est incapable d'exercer ce leadership vis-à-vis de l'Ouganda, tout comme l'Ouganda est incapable d'exercer ce leadership vis-à-vis du Rwanda, et donc, tout naturellement, le Congo est en train de remplir les conditions pour exercer ce leadership. Ce que vous dites peut-être, je voulais dire, des alliés objectifs. Oui, ce que vous dites peut-être, je voulais dire, rappelle ce qu'avait dit à l'époque, en 98, avant le déclenchement de la guerre qui commence et dans laquelle se trouve impliqué le RCD Goma, ce qu'avait dit à l'époque Victor Mpoyo, quand une fois il fait remarquer sur les antennes d'une radio périphérique que nous ne reconnaissons pas d'autre leadership que celui de Laurent Désiré Kabila. Il y a ce que vous dites, il y a également ce qu'a dit le professeur Biyoya, tout aussi bien que ce qu'avaient dit les journaux, mais on pourra également ce qu'ont dit certaines personnalités qui ont été l'objet de quelques reportages de B1 et d'autres qui sont intervenus sur ce même plateau de B1. Suivez la marche du monde. Prenez avec nous l'information. L'événement B1, entre guillemets, tous les dimanches à partir de 20h30. C'est vrai que les gens attendaient une condamnation claire, disant voilà, le Rwanda est l'agresseur, etc. Mais il a été condamné aussi clairement qu'il soutient le M23, même s'il essaie de se défendre. La communauté internationale ne dit pas clairement à Kagame sort ou arrête, etc., mais lui disent d'arrêter de supporter ces gens. Aujourd'hui, il est question de voir la faisabilité de cette armée internationale qui devrait être mise en place. Mais il y a d'autres avis que nous avons pu aussi collecter comme ça sur Internet, sur Facebook. C'est le cas de ces écrits de monsieur Patrick Kambila, qui est
comme on l'a remarqué, également diplomate au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Conseiller en communication. Conseiller en communication. S'il fallait former cette force avec les soldats de pays voisins qui y participeraient et qui financeraient, le Kenya, le Burundi et l'Ouganda sont déjà pourvoyeurs de troupes pour combattre les insurgés islamistes en Somalie. Le Soudan n'a pas vraiment des troupes en trop car la guerre intra-soudanaise pourrait reprendre. Rwandais et Ougandais ne sont pas perçus comme impartiaux. Restent les Tanzaniens, mais à eux seuls, ils ne seront plus internationaux. C'est une opinion qu'il a émise comme ça sur Internet, mais il y en a également une autre qui est celle d'un homme que le journal Le Soft a présenté comme un homme qui aimait le Congo, l'ancien ambassadeur qui est arrivé en fin mandat au mois de juillet dernier. Bien, tout ce qui favorise la paix dans l'Est, je dirais, a l'entier soutien de la Belgique. Mais il y a tout de même un certain nombre de principes de base qui doivent être répétés. C'est celui du droit et du devoir du Congo d'exercer sa souveraineté sur l'entièreté de son territoire, ce qui implique automatiquement la non-ingérence de la part de voisins, pour les citer le Rwanda. Donc, sur base de ça, si dans un stade ultérieur, les deux pays peuvent se retrouver dans un dialogue et dans le respect de la souveraineté de chaque pays, la Belgique soutiendra et verra de quelle façon concrète elle peut contribuer éventuellement à cette force neutre qui sera malgré tout toujours prioritairement une force africaine. Chez les uns comme chez les autres, il y a la constitution de cette force internationale qui revient. Mais il y a également ce que certains estiment être certaines avancées de la diplomatie congolaise. Monsieur le professeur Biouya faisait remarquer que notre diplomatie continuait à prendre ses leçons du côté de Kampala. Vous avez estimé que c'était le contraire, mais d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'on peut dire que notre diplomatie quand même fait avancer les choses maintenant? Biouya, je veux faire deux petites remarques. Oui. D'abord par rapport à ce que nous venons de suivre et par rapport à la lettre du parlementaire américain à laquelle l'ambassadeur fait allusion. Je crois que nous sommes en principe en présence de deux démarches. Il y a une démarche, en fait, qui aurait dû être normale, qui est juridique. Parce que les parlementaires américains font remarquer, entre autres à Kagame, et je crois que l'ambassadeur n'a pas été attentif à cet élément, qu'ils ne tolèrent pas, ils n'acceptent pas, et qu'ils se comportent en violation du droit international. Je crois que c'est dit. C'est que la chose qui les a choqués de plus, c'est qu'il a agi en violation flagrante du droit international et que tous les prétextes, toutes les raisons qu'il avancerait pour justifier son implication seraient en fait erronées, c'est faux. Alors, ça c'est là. Et les Américains demandent une démarche qui n'est pas en fait, qui ne devrait pas être ce que la RDC doit chercher dans sa diplomatie. Quand on est victime d'une agression, l'article 51 de la Charte des Nations Unies demande que l'on exerce un droit de légitime défense, soit individuellement, soit collectivement. Cette option d'avoir une force aurait dû être une option de la diplomatie congolaise et c'est à la RDC qu'il appartient de savoir qui peut l'aider pour faire face à l'agression. La deuxième démarche aurait consisté et consisterait en ceci que le Rwanda, devant en fait l'engagement, la détermination du Congo d'en découdre, embraserait la voie peut-être des règlements pacifiques avec des étapes dont les sénateurs souhaiteraient, plusieurs étapes. Discuter, donc c'est inadéquat. Et nous sommes tombés toujours dans le piège, et nous tombons toujours dans le piège du suivisme international. Nous sommes l'objet d'une agression, nous ne saisissons même pas le Conseil de sécurité, nous ne disons pas comment nous faisons face à l'agression, mais ceux qui nous agressent utilisent la conférence régionale, et il y a même un ami là-bas, Ntumbalova, l'homme du président, donc pour nous proposer une solution. En fait quoi? On banalise l'agression. Parce que c'est là où je dis on tombe dans des épiphénomènes. Parce qu'on n'est jamais dans les vrais problèmes que nous devons résoudre. Or, les parlementaires américains demandent à Kagame et à Kabila d'aller dans les vrais problèmes qui font que jusqu'ici, on assiste à des scènes, en fait, à des mises en scène, des gesticulations, en fait, qui, au lieu de stabiliser la religion, en fait, amènent des troubles. Allons au fond du problème. Le fond du problème. Le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des mauvais rapports entre le Rwanda et la RDC. C'est ça le vrai problème. Oui, parce qu'on peut démontrer, il est démontrable clairement. Quand vous prenez le M23, le M23 combat qui? Le M23 combat les forces de la République démocratique du Congo. Les M23 ne sont pas en guerre avec le FDLR.
Et ça aurait été, si on aurait pu comprendre qu'il y a un problème de sécurité du Rwanda, si les M23, combattant l'FDLR, l'armée congolaise soutenait l'FDLR. Or, ici, vous voyez que les M23 s'en prennent à qui? Aux soldats et à Kabila. C'est qu'il y a un problème réel. C'est ce problème qu'il faut discuter. Et l'ambassadeur belge, Strouille, a eu raison de parler de l'ingérence. Quand il y a ingérence, c'est qu'il n'y a plus respect de la souveraineté d'un pays. C'est qu'on n'a plus de considération pour les institutions de notre pays. Et c'est ça le problème le plus grave, parce que le Rwanda ne considère pas qu'il y a un régime, en fait, élu, qui est légal en RDC. Parce qu'il veut déstabiliser, il veut changer toutes les choses. Donc ce n'est pas une raison de sécurité du Rwanda. Il n'y a pas un problème clairement rwandais dans en fait, le soutien que le Rwanda apporte au M23. C'est ça qui est grave pour les Américains. C'est ce qui est grave pour toute la diplomatie internationale. Mais ça ne semble pas grave pour les Congolais. Et tous les Congolais embrassent la force internationale. Mais cette force viendrait pour résoudre quel problème? Essayons d'y revenir également avec vous, M. Atounou, pour d'abord savoir, peut-être avant que vous ne parliez de ce qui vous tient à cœur, mais pour savoir comment pourrait se constituer cette force internationale. Est-ce qu'on pourra y voir également le Rwanda et le Rwanda venir en République démocratique du Congo? Déjà sur le terrain, il y a plus de 10 000 personnes. 10 000 MONUSCO et presque autant des nôtres. Donc ça fait 20 000 personnes sur un théâtre d'opération donné. Un peu comme s'il nous restait la MONUSCO. Il ne nous restait que la MONUSCO. Non, 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 non. Il y a la MONUSCO, il y a les FRDC. Donc c'est à peu près 20 000 hommes, on peut dire. Donc maintenant, il y a une autre force qui doit venir. D'abord, il faut déterminer sa dimension. 2, sa composition. Et dans sa composition, il faut exclure tous ceux qui sont impliqués. Avant que vous ne continuiez dans cette approche que vous voulez pragmatique, est-ce que vous considérez aussi que le Rwanda estime que la MONUSCO n'est pas au milieu du village, comme on dit? C'est pas important. Vous mettez ça à côté. L'important, c'est ce que le professeur a dit. Je voudrais alimenter un peu ce qu'il a dit. Qu'est-ce qu'il faut savoir pour notre diplomatie? Il faut savoir ce que veut Kagame. Que veut Kagame? Qu'est-ce qu'il veut? Il veut à peu près 4 choses. 1, garder au Congo tous les Rwandais qui s'y trouvent. Garder. Que ce soit Tutsi ou Hutu, garder au Congo tous les Rwandais qui s'y trouvent. Deuxièmement, étendre l'espace vital du Rwanda au Kivu. Troisièmement, exercer son hégémonie sur le Congo. Donc avoir à Kinshasa un pouvoir qui lui obéisse au doigt et à l'œil, comme disait le professeur. Et enfin, exercer son leadership régional. Or, lorsqu'on examine cette ambition, elle semble trop grosse. Le leadership régional, il a échoué à s'imposer par rapport à l'Ouganda, et ce n'est pas l'issue de la bataille de Kisangani qui a arrangé sa situation. Donc aujourd'hui, il est en perte de vitesse. Exercer son hégémonisme au Congo, c'est difficile, parce qu'il y a des forces nationales, nationalistes, patriotiques, qui régimpent, qui ne veulent pas. Vous entendez des expressions, le petit Rwanda, dans le temps, il n'y avait pas ça, et ça, nous devons réagir. Et la marche des chrétiens dernièrement, n'est-ce pas, renforçant la décision de mobilisation générale du gouvernement, vient montrer que le peuple congolais se constitue en bouclier contre cette ambition hégémonique. Oui, mais on ne fait pas reculer une armée avec une marche. Non, mais en démocratie, l'opinion publique nationale ou internationale, c'est un bouclier et un fer de lance. Donc si aujourd'hui nous continuons, comme on dit, à danser, à boire et à circuler en BMW, eh bien, il se dira, mais voyez-vous, personne ne s'occupe de la situation des gens du Kivu, donc laissez-moi m'occuper d'eux. Donc, ça, ce sont des ambitions un peu exagérées. Étendre l'espace vital au Kivu,
Ça, c'est presque un problème sociologique. Mais pour en revenir à cette constitution de cette force interafricaine qui devrait être déployée dans le Kivu. La force, je dis que ce n'est pas la bonne solution d'abord. Elle est une mauvaise solution, elle n'est qu'une solution provisoire. Pris de cette manière, est-ce qu'on pourrait croire? Attends. Acceptons d'abord que c'est une solution provisoire. Mais, puisque vous voulez savoir comment on devrait le composer, mais il n'appartient pas au Rwanda de dire comment cette force doit être composée parce que le Rwanda est agresseur. C'est contre en fait l'agression du Rwanda que cette force est instituée. C'est que d'office le Rwanda ne doit pas être là et le Rwanda ne doit même pas dire qui doit être là-dedans. Parce qu'à persévérer à chercher qui doit être là-dedans, le Rwanda confirme son agression. Parce que le Rwanda adopte une attitude en fait de négation de la souveraineté de la RDC. Il nie même en fait l'autonomie des institutions qui ont réclamé en fait que cette force soit mise en place. Donc c'est une nation rebelle. Et on ne peut pas, en fait, continuer à chercher à savoir si le Rwanda doit rencontrer la volonté du Rwanda ou non. La question qu'il faudrait poser aujourd'hui, étant donné que le Rwanda ne veut pas qu'on résolve cette question de cette façon, quel comportement faut-il faire? Quelle doit être la mission de cette force-là? Est-ce qu'on vient soutenir la RDC qui doit faire face à la détermination du Rwanda dans le coup de militairement, quoi qu'il en coûte, avec la RDC, ou il faut, en fait, penser qu'une force viendrait s'interposer? Qu'on mette en place cette force-là. Quelle soit la MONUSCO? Je crois que le Rwanda a déjà fait savoir que la MONUSCO, si elle s'interpose, le Rwanda l'attaquerait. C'est que le Rwanda veut faire la guerre. On ne peut pas, dans cette force, ou si on la veut être une force internationale, et je crois qu'elle doit être internationale. Je veux dire quoi? Une force internationale ne doit pas être régionale. C'est d'abord une erreur, parce qu'international, ce n'est pas régional. Régional, c'est limité géographiquement. International, ça va au-delà de la région. C'est qu'une telle force devait être décidée, en fait, par le Conseil de sécurité. Le drame ici, c'est qu'il y a plusieurs peurs et il y a plusieurs irrationalités qui se rencontrent. Personne n'a le courage, dans la région du Grand Lac, de gérer comme il se doit ces situations. S'il n'y avait que le Rwanda, la situation serait gérée. Mais il se trouve que l'Ouganda est là-dedans et il se fait malheureusement qu'au moment où nous parlons, l'Ouganda assume la présidence de la conférence internationale de la région du Grand Lac. C'est ça en fait le problème. C'est qu'obligatoirement il y a une deuxième démarche que le gouvernement congolais doit faire. Au lieu d'aller passer le temps, aller visiter le Rwanda comme ça, il faut avoir le courage de saisir soit l'Union africaine ou de saisir déjà le Conseil de sécurité parce que les Nations Unies avaient été saisies déjà par le rapport de la MONUSCO pour que la question soit traitée à ce niveau. Parce que jusqu'ici, ceux qui font avancer le fameux processus, qui veulent qu'il y ait cette force, je crois que ce sont les pressions des grandes puissances, ce ne sont pas des pressions des puissances africaines. Les puissances africaines, si elles nous soutiennent tacitement. Oui, il n'y a aucun pays africain. Oui. Mais il faudrait aussi, voici, des démarches diplomatiques à faire. Il y a, en fait, d'abord, le Conseil de sécurité, parce qu'il s'agit d'un cas d'agression, parce qu'il n'y a aucune organisation internationale, à part les Nations Unies, qui gère les agressions. C'est ça. De deux, nous ne sommes pas que membres de Surgil. Nous sommes membres de la CAC, nous sommes membres de la SADC, nous sommes membres du COMESA. Nous avons donc des solidarités à mobiliser. Les drames ici, c'est le Rwanda qui nous attaque, qui nous agresse, qui veut nous inféoder, et c'est avec le Rwanda et le Ouganda qui sont ensemble que nous allons chercher des solutions. Non, nous devons avoir avec nous nos alliés. Et je crois que l'Angola et le Kenya, j'ai entendu parler du Kenya, de la Zambie ici, peut-être pas le Kenya, la Zambie, ils seraient plus à l'aise. Ici, c'est la SADC qui a fait. Et je pense qu'il y a une raison d'inviter la SADC. Le processus de paix en RDC avait été piloté ouvertement mondialement par l'Afrique du Sud. Et qu'une puissance régionale vienne à contrarier, à remettre en question ces efforts de paix de l'Afrique du Sud, ça devrait préoccuper en fait l'Afrique du Sud, qu'il a fait en tant que puissance régionale, mais qu'il a fait aussi dans le cadre de la SADC. Donc, le Rwanda a défié à triple niveau la RDC, l'Afrique du Sud et la SADC, et je crois qu'il faut mettre toutes ces solidarités en jeu. Parce que dans la SADC, il y a l'Angola, il y a tous ces gens-là. Mais c'est ça l'attitude diplomatique qu'il convient d'adopter au jour d'aujourd'hui. Tout le reste, ça, c'est des commentaires. Ça peut être du commentaire, comme vous le faites remarquer, mais peut-être qu'il peut y avoir une autre façon de faire les choses à partir du moment où vous faites remarquer qu'il y a ce que veut Kagame. Vous avez parlé de ses ambitions hégémoniques, vous avez parlé de cette nécessité d'un espace vital, vous avez également relevé le fait des ressources naturelles qui sont au Congo. Ça peut être des repères. On en parle comme ça déjà depuis plusieurs années, depuis le régime Mobutu, depuis la période de la conférence nationale, les travaux de la commission Vango et les travaux Kabuya Lumuna et Mahano du HCRPT à l'époque, mais tout cela n'a
toujours pas conduit à une solution. Mais il y a également ceux qui font remarquer qu'au même moment où on estime qu'il faut recourir à une force internationale, comme vous le dites également à vous, d'autres disent également qu'il ne faut pas aussi beaucoup rêver parce que la force du Rwanda, la force de Kampala n'est pas forcément celle de Kampala ou du Rwanda. Qu'est-ce que vous en dites? Non, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il est clair. Et je crois que vous nous avez fait lire la lettre des parlementaires. Je voudrais d'abord confirmer parce que je voudrais laisser l'impression que ce que dit l'ambassadeur peut-être est opposé à ce que moi je dis. Non, je crois que tout ce qu'il a dit, je le confirme. C'est pourquoi je dis que le Rwanda est déterminé dans le cours militairement. Le Rwanda ne veut pas d'une solution négociée. Et je voudrais vous dire ça parce que ça aussi, je l'ai appris dans les négociations. Moi, oui, mais quelle est l'intelligence que les Congolais doivent avoir pour on en arrive. D'abord, il faut savoir que le Rwanda et l'Ouganda, ils n'ont pas une autre option que l'option militaire, en fait, pour imposer leur velléité. Ils pensent que cette option-là leur a servi jusqu'ici. Mais jusque-là, ils avaient en fait escompté avec le soutien, avec l'indifférence ou la passivité de la communauté internationale. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, la communauté internationale vient en fait de se rendre à l'évidence qu'un des objectifs poursuivis ou deux des objectifs poursuivis par Kagame sont dangereux. Kagame veut effectivement être le leader. Mais il ne veut pas être leader n'importe comment. Il veut être propriétaire des ressources du Congo. Et avec les ressources du Congo, il veut que désormais que ça soit avec lui, en fait, contraire de ses ressources. Et c'est là où l'Occident n'accepte pas ce chantage. Il n'accepte pas. Et l'Ouganda et le Rwanda, ils veulent devenir propriétaires des ressources du Congo. Et lisez dans la lettre là, vous verrez qu'ils parlent de ça. Ils disent que parmi les étapes, parmi les choses qu'il faut régler, eh bien, ils plaident pour le maintien des relations économiques et commerciales avec le Rwanda, mais dans le respect, en fait, des règlements, des lois, en fait, et aussi bien du Congo que de la communauté internationale, des lois. Parce qu'ils soupçonnent le Rwanda de vouloir en faire même base sur leurs sources pour utiliser ça désormais comme en fait un élément de sa puissance, de son leadership. Et personne ne veut aller traiter, aller acheter des ressources du Congo en Ouganda et au Rwanda. Et je vous dis que j'ai fait le lobbying avant la publication du rapport du panel sur les ressources. Et j'étais dans des pays européens et j'ai entendu ça, la question qu'on me posait, au nom de quoi l'Ouganda et le Rwanda vendent-ils les ressources, les matières précieuses du Congo? Voilà. Le président Sarkozy lui-même est venu ici il y a encore combien d'années, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans, je ne me rappelle plus très bien, et il faisait remarquer qu'il pourrait commencer à envisager une cogestion de ses ressources avec les autres pays de la région. Oui, mais si nous disions à ce niveau, professeur, où nous essayons de nous poser la question également avec vous, à M. Atundu, est-ce que la conférence de Berlin avait mal équarri le continent africain? Non, moi je pense que il ne faut pas aller jusque là-bas. Non, il ne faut pas se distraire. Il ne faut pas se distraire parce que nous devons être concrets. La conférence de Berlin est un fait historique. Et la deuxième conférence de Berlin sollicitée par le Rwanda, c'est une rêverie, n'est-ce pas? Puisque le Rwanda en parle aussi. Le Rwanda n'est pas une puissance mondiale pour partager l'Afrique selon son bon vouloir et ses intérêts. Alors on va parler avec le Rwanda, en parlant avec l'Allemagne, on va faire c'est faire une approche pragmatique, compte tenu des éléments dont nous disposons aujourd'hui, que nous avons évoqués, le professeur et moi et vous-même. Quelle est la voie nouvelle, la voie autre à explorer? Oui, c'est celle qu'on attend depuis plusieurs années. C'est la voie autre à explorer. C'est exploiter l'avantage diplomatique, solliciter nos amis, nos amis internationaux, n'est-ce pas, la lettre des Américains, etc. Solliciter pour qu'ils pèsent de leur poids, n'est-ce pas, pour gêner ces ambitions de Kagame et du Rwanda. Ça, c'est un. Demander au Rwanda d'être à la hauteur de la démocratie, quand même. Parce que la liberté que nous avons ici, la liberté d'expression, la liberté d'association, ce n'est pas ce qui est au Rwanda. Donc il faut qu'on impose à Kagame d'organiser un dialogue chez eux. Il y a les Tutsis, les Hutus, mais il y a aussi les Ntwa. Il y a aussi des problèmes entre les Tutsis, entre les Hutus, parce que vous savez que les Tutsis qui sont venus de l'Ouganda sont anglophones, ils ont un autre comportement, ils briment un peu les Hutus
qu'ils ont trouvé là, francophones, soupçonnés d'avoir collaboré avec Abiy. Donc il y a beaucoup de problèmes. Mais par rapport à cet aspect des choses, par rapport à cet aspect des choses, vous remarquez qu'au sein de la communauté internationale, il y a des pays qui disent bon, le régime dur à Kigali, on peut fermer les yeux parce qu'il y a une croissance économique. Non, le pays se développe. Non. Lisez la lettre des sénateurs américains. Il dit que le développement de la situation, de son implication dans les problèmes du Kivu, risque de mettre en cause cette coopération et donc le développement aussi. Parce que le Rwanda ne peut pas se développer sans la coopération internationale, sans l'appui international. C'est pour cela qu'il voudrait avoir du répondant en faisant main basse sur nos richesses, en évoquant la culpabilité historique des faits, disons, de génocide, etc., le complexe de culpabilité. Mais quand vous évoquez ces exigences de démocratie ou ce respect de démocratie en parlant du Rwanda, vous pouvez peut-être aussi faire de même au sujet de l'Ouganda. Mais Hillary Clinton vient de Kampala. Mais je vous dis que le voyage, le périple de Hillary Clinton, ce n'est pas seulement pour remercier, soutenir. C'est toujours le fameux partenariat trade but not aid. Non, c'est aussi pour rappeler à certains partenaires, comme l'Ouganda et le Rwanda, que les circonstances internationales ont changé, l'intérêt des Américains ne sont plus ou n'est plus ce qu'il était en 1998 jusqu'à 2000, etc. Maintenant, il faut rééquilibrer les choses. Ça veut dire, on va faire avec qui maintenant? Il faut considérer le Congo comme la pièce maîtresse de la sous-région. Bon, peut-être de par sa taille, ses ressources, Non, pas à cause des ressources. Oui. Parce que la paix va amener le Congo à jouer naturellement son rôle. Le Rwanda et l'Ouganda ressemblent à un tréma dans la sous-région. Le Congo, naturellement, constitue un monospace de 10 pays, le Congo et tous les pays voisins. Tandis que le Rwanda, à la limite, son influence, c'est le Burundi, c'est l'Ouganda et peut-être une partie du Congo. Et donc aujourd'hui, dans une vue géostratégique, parce que la vision et la démarche de Hillary Clinton, ce n'est pas à cause du Rwanda, ce n'est même pas à cause de nos problèmes, à cause des intérêts américains aujourd'hui et des objectifs stratégiques, qui sont le terrorisme international. On voit venir le terrorisme international à travers les islamistes qui sont au Mali, qui pourraient être au Soudan, même s'il y a le tampon du Soudan du Sud. 2, l'exploitation des richesses de façon sûre et de façon licite, parce que la conscience universelle a évolué. La conscience universelle ne peut plus accepter de traiter avec un violateur des droits de l'homme et d'acheter les minerais de sang et de crime. Bon, donc il faut traiter de parler, avec... Non, c'est pas une façon de parler. Non, c'est pas une façon de parler parce qu'ils sont là pour passer ce message. Ça, c'est important. Alors, ils ont besoin d'un partenaire fiable et sûr. Voilà pourquoi les Américains font tout pour nous accompagner dans la démocratie et dans l'instauration d'un état de droit. Ce n'est pas par hasard qu'on forme des troupes au Kisangani. Les Américains interviennent, etc. Oui. Le troisième élément, il faudrait que le Congo exploite ses alliances, comme la SADC, comme ça. Parce que l'alliance au sein, ou la solidarité au sein de la conférence internationale des États de Grand Lac, c'est piégé. Comme dirait le sénateur Lokondo, l'honorable Lokondo, c'est ça le péché originel. Donc il faut quitter ce péché originel, aller ailleurs. Nous sommes plus en sécurité et nous sommes sûrs de bénéficier d'une solidarité beaucoup plus neutre dans la SADC que dans la conférence internationale. Parce que là, il y a des gens qui ont des intérêts qui sont
Aujourd'hui, l'Ouganda préside, mais l'Ouganda est soupçonné. Alors, bon, on ne va pas dire qu'on va déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Voilà, non, ce sont des éléments. Vous faisiez remarquer à un moment qu'il y a ce besoin de refaire avec le Congo, puisque le Congo est en train de se reprendre, mais dans certains milieux d'universitaires proches du Parti démocrate, il y a également ceux qui, depuis plusieurs années, c'est le cas par exemple de Marina Otawe, estiment que un pays comme le Congo, tel qu'il est géré, ne donne pas à ceux qui sont autour de lui tous les moyens de se développer parce qu'il est très mal géré et qu'il faut peut-être découper le Congo. Oui. Ce sont des idées d'il y a bientôt presque 20 ans qui étaient liées à un contexte et qui étaient peut-être justifiables. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des éléments, en fait, des géopolitiques mondiales dont il faut tenir compte. Et je voudrais ajouter à ce que l'ambassadeur Tondo a dit, l'élément de la rivalité économique et commerciale dans les États-Unis et la Chine. Et je voudrais vous le montrer que dans le cas du Rwanda, cet élément joue. Au jour d'aujourd'hui, en Afrique centrale et dans toute l'Afrique, le Rwanda a levé l'option d'enseigner le chinois à tous les Rwandais presque. Dans toutes les écoles rwandaises aujourd'hui, on enseigne le chinois. Kagame, c'est que la coopération qu'il a avec les nations de l'Occident était fondamentalement plus une coopération humanitaire et que ses ambitions de construire un nouveau Rwanda d'ici 20 ans, parce qu'il a dit le Rwanda 2020, il n'aura pas suffisamment de l'argent de l'Occident pour construire le Rwanda. Mais la meilleure des façons d'avoir des revenus dans ce monde, c'est de l'avoir avec le Chinois. Et pour les avoir avec le Chinois, il fait ce que vous avez voulu faire ici, les trocs ou les possibilités de coopération avec la Chine. Cette perspective, les analystes américains le font. Vous ne le faites pas. Ça suppose quoi? Ça suppose que nous devons nous-mêmes savoir que si les gens sont allés vers le Rwanda, à un certain moment, c'est parce que nous sommes allés vers la Chine et que notre liberté avec la Chine a été perçue en Occident, en fait, comme une sorte de menace contre les intérêts de l'Occident. Et qu'aujourd'hui, qu'ils agissent sur, en fait, le Rwanda, aussi, entre autres, autour de ça, nous avons nous-mêmes, en fait, à nous mettre en garde et à nous repentir ou à corriger, en fait, nos accents de liberté avec ses partenaires, parce que c'est un partenariat, effectivement, à problème. Donc, le Rwanda ne peut pas traiter autrement. Pourquoi le Rwanda cherchera à contrôler économiquement l'Est du Congo? Parce que c'est là où il y a toutes les ressources stratégiques, et c'est là où le Rwanda veut, en fait, il veut soit balkaniser le Congo, veut étendre, comme il a dit, l'espace vital, veut constituer un autre pays. On a dit que l'M23, et ça, c'est les parlementaires du Nord Kivu, qui ont lu une lettre avant d'aller en vacances, que le territoire que contrôle la M23 aujourd'hui a la taille du Rwanda. Le Rwanda aurait peut-être certainement cherché à obtenir, dans la façon dont on veut gérer cette question comme ça, seulement autour de la force internationale, d'obtenir que cet espace contrôlé par la M23 demeure, parce que la M23 n'a pas été condamnée. On n'a pas fait, Museveni ne demande pas qu'il se retire. Alors qu'Hillary Clinton en Afrique du Sud a demandé à tous les pays de l'Afrique centrale de lutter contre la M23, donc y compris le Rwanda. Et les Américains donc comprennent. Donc, nous devons savoir, comme dit l'ambassadeur, comme je dis, il ne faut pas rester dans les épiphénomènes. Attachons-nous à des choses réelles. Pourquoi le Rwanda instrumentalise les rébellions? Pourquoi le Rwanda... Parce qu'il le fait, le chef de l'État a dit que c'est de façon cycliste. C'est depuis 20 ans. Mais c'est pour créer, effectivement, pour conditionner les gens, pour que les gens finissent par accepter. Alors, maintenant, je pense que l'effort à faire, c'est d'abord de mettre en nu la stratégie du Rwanda, et de trouver des solidarités qui nous permettent, comme l'ambassadeur de Belgique l'a dit tout à l'heure, on ne peut traiter avec la RDC que dans le contexte de l'entière souveraineté de la République sur son espace et son territoire. Ce ne sont pas des mots qui viennent comme ça. Alors, mettez l'accent, une diplomatie, une action en fait nationale de soutien à la cause congolaise ne doit pas se perdre dans des choses que vous ne maîtrisez pas. La force internationale neutre, ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est la capacité souveraine de la RDC de faire face aux ambitions et aux prétentions du Rwanda. Puisque nous ne pouvons pas le faire seul, nous le faisons avec deux autres. Et c'est ça notre effort diplomatique doit constituer, à trouver, à fidéliser des gens qui vont être avec nous, ici au pays, ou dans les instances internationales, parce que dans les instances internationales, on traite de ces questions, avec nous pour soutenir nos positions. Qui est force demain ou pas demain? C'est pas ça. Nous n'allons pas vivre de force internationale, parce que la MONUSCO est déjà là. Depuis, c'est une force internationale et nous avons demandé que la MONUSCO soit renforcée par son mandat. Mais c'est ça la position du pays. Ne discutons pas des autres choses.
Parce que vous passez le temps à discuter des choses qui ne nous apportent absolument rien. Nous ne cherchons pas à apaiser le Rwanda parce que le Rwanda ne nous demande pas l'apaiser. Le Rwanda a manifesté sa folie, le Rwanda est devenu fou, le Rwanda veut en fait s'approprier je ne sais pas de quoi, et nous devons l'arrêter. Ceux qui l'avaient soutenu hier, aujourd'hui comprennent que la folie du Rwanda peut nous amener très loin. Parce que ce qu'ils avaient redouté jusqu'ici, c'est quoi? C'est parce que jusqu'ici, la question avec le Rwanda était devenue une exclusive du gouvernement. Le gouvernement traitait ça seul. Mais je vous dis que s'il n'y avait pas eu, qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, la fameuse commission de consultation qu'on a mis en place, s'il n'y a pas eu de marche des chrétiens, et je crois que le ministre des Affaires étrangères ne se serait pas aussi senti en fait, assez fort pour en fait, exprimer des idées différentes. Parce qu'on ne peut pas faire de guerre sans cohésion nationale. La guerre, c'est une affaire de la nation, ce n'est pas une affaire de gouvernement. C'est la nation. Et au point où on en est, les choses à faire, moi je vous conseille pas, nous sommes en situation de guerre. Et ne privilégiez pas avant tout la diplomatie. Montrer de la détermination en découdre militairement avec le Rwanda. Parce que jusqu'ici, ni le Rwanda ni l'Ouganda n'ont perçu dans le chef du gouvernement congolais la volonté d'en découdre militairement. Parce qu'à chaque fois, on agite MCDP. Oui, mais on peut vous dire, on a découdre militairement avec quel moyen? Non, le moyen, je vous dis que on va se battre, on va se battre. Moi, je suis spécialiste des questions militaires. Oh là. Ce qui compte, ce n'est pas avant tout le matériel. C'est la détermination, c'est la volonté du peuple. Qui se bat? Ce n'est pas le gouvernement, c'est le peuple congolais qui envoie des gens dans l'armée, qui consent des sacrifices, qui accepte qu'on mette l'argent au service de l'armée, qu'on achète des armements. Ce n'est pas le gouvernement. Ouais. Parce que jusqu'ici, ça n'a pas marché. Pourquoi? Et le Rwandais, pourquoi est-ce que Kagame jusqu'ici s'est permis de tout faire? Parce que le problème de Kagame, c'est quoi? D'isoler, il a déjà isolé, parce qu'il a montré aux autres que si Kabila est là, c'est lui qui a amené l'Abdel ici, et lui il ne le soutient pas, et il veut obtenir quoi? En le déstabilisant en permanence, il veut l'isoler de la population. Ainsi, le montrant comme personne seule, il n'a pas de soutien à l'intérieur, il n'a pas de soutien à l'extérieur, on peut en fait tous se voir ensemble. Alors, quelle serait la meilleure stratégie pour le président? C'est d'abord que les institutions soient en fait, fonctionnent normalement, et que tout le peuple et ces dirigeants soient ensemble. C'est lorsque l'humanité tout entière, y compris les États-Unis, quand ils verront, et parce qu'ils commencent à voir la détermination de tous les Congolais dans la diaspora jusqu'ici, que les Américains changent d'attitude. Parce qu'ils savent, le Vietnam a vaincu les États-Unis comment? Ils avaient quelle arme le Vietnam? Ça, c'est du XXe siècle, parce que c'est au XXIe siècle. Bon, là, vous dites déjà qu'il faut qu'il y ait une cohésion, forte cohésion nationale. C'est absolument ça. Mais ce que vous ne dites pas, en même temps, nous cherchons des alliances à l'extérieur, il faut des alliances à l'intérieur. Autour d'une guerre d'agression, une guerre qui nous dénie la souveraineté, mais il serait vraiment stupide que certaines personnes pensent que non, c'est le pouvoir de Kabila qui est en jeu et ils peuvent faire en fait le commerce avec le Rwanda. Or, tout le monde a fait ça jusqu'aujourd'hui. De l'AFDEL jusqu'aujourd'hui, tout le monde a fait le commerce. Et ça a consolidé les bases d'acquis. Oui, professeur, monsieur l'ambassadeur, monsieur Atundu Lyongo, vous citiez le sénateur Lokondo qui faisait remarquer que la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, c'est le péché originel. Oui. Est-ce que ça pouvait aussi être le cas avec la CPGL? Ah oui, absolument. Parce que là, les deux principaux, ce sont les deux antagonistes. Il ne resterait qu'au Burundi d'être le juge. Or, le Burundi, par une sorte d'attraction modale, peut être soupçonné. Et donc, non. Ce n'est pas ça. Mais vous savez, il faut suivre la voie pragmatique. C'est-à-dire la voie pragmatique. Savoir, même si aujourd'hui le Congo retrouve sa position, quel sera et restera le rôle du Rwanda? Ça, il faut savoir aussi. Parce que le Rwanda, même si les Américains disent, voilà, maintenant c'est le Congo, le Rwanda ne va pas baisser les bras et les Américains ne vont pas laisser tomber complètement le Rwanda. Pourquoi? Donc moi je vais reprendre ça pour reposer la question autrement en reprenant l'ambassadeur de Belgique qui a dit quand même quelque part qu'il faut que le Congo et le Rwanda se parlent à un moment. Pour vous renvoyer encore, pour dire quoi? Pour que les Congolais disent quoi au Rwanda? Et pour que les Congolais acceptent quoi du Rwanda? Pour continuer si vous permettez d'abord de continuer. Le rôle du Rwanda, c'est d'être un mirador dans la sous-région. C'est-à-dire, pour contrôler, clairement. Un mirador, c'est quoi? Un poste d'observation pour contrôler et dénoncer. Il ne peut pas jouer le leadership, mais il sera l'agent pour dire aux Américains, faites attention
à Kinshasa parce que là, Kabila est ceci, ou bien Bouyoya est cela, etc. Ça, c'est le rôle naturel. Et voilà pourquoi ils ne peuvent pas laisser tomber les Américains n'importe comment. Qu'est-ce que nous donnons au Rwanda? Qu'est-ce que nous acceptons? Qu'est-ce que nous n'acceptons pas? Qu'est-ce que nous admettons du Rwanda? Qu'est-ce que nous n'admettons pas? Ça, ce sont les préalables pour une bonne négociation. Je vous ai dit, d'abord, que veut le Rwanda? Que veut Kigali? On le sait. Aujourd'hui, que veut Kabila? C'est important. Que veut Kabila? Kabila veut la paix. La paix chez lui et dans la sous-région pour continuer son programme des 5 chantiers. Kabila veut la coopération bilatérale. Nous avons normalisé nos relations avec le Rwanda. Nous avons déjà un secteur de coopération bilatérale, le lac, dans le cas de la CPG, etc. Kabila voudrait le développement du Congo. Donc pour cela, il a besoin de la paix. Mais qu'est-ce que Kagame peut nous donner en fonction de son ambition? A priori, rien. A priori, rien. C'est pour cela qu'il faut que les moyens militaires et de défense auxquels fait allusion le professeur nous servent d'argument massue pour convaincre le Rwanda. Je prends un exemple. Aujourd'hui, le Rwanda est à l'aise de discuter, de faire même des analyses et des réflexions spéculatives. Voilà, nous sommes ceci, nous sommes cela, ceux qui ne sont plus. Mais si, à Rumangabo, nous avions une base d'avions de chasse, de drones, de troupes spécialisées en ceci, en cela, et que, à l'occasion, nos troupes, nos avions passent vers le Rwanda, etc. Mais ça va éveiller l'attention des populations rwandaises sur le risque inconsidéré que semble prendre Kagame. Ça sont les réalités stratégiques et factuelles. Oui. Donc, on peut également voilà dire que là, on ne va pas baser ce qu'on devra faire sur des bases hypothétiques. Non, si nous avions ceci, si nous avions cela, mais nous n'avons pas. Claude, écoutez, en stratégie, il faut avoir de l'extension dans l'espace que vous connaissez. Il ne faut pas limiter. Mais on fait avec ce que nous avons. Ne limitez pas, en fait, la réflexion aux seules limites de la RDC. L'ambassadeur a employé une expression que les parlementaires américains ont employée aussi, le congressman. Les risques, moi j'appelle ça l'aventure. L'aventure rwandaise à RDC devient un risque régional. Parce qu'il faut vous demander comment réagirait l'Angola, qui est voisin de la RDC, comment réagirait l'Afrique du Sud. Pourquoi vous ne voyez pas ça? Parce que c'est ça, en fait, qui fait agir les autres, là. Même si, nous, il se peut que peut-être que nous, ça ne nous dit absolument rien que le Rwanda demain domine. Mais comment réagiraient les Angolais? Et c'est vous pensez que les Angolais supporteraient que la RDC soit contrôlée par le Rwanda? Vous êtes sûr? Mais le Rwanda veut, en fait, provoquer une guerre régionale. Vous êtes sûr que l'Afrique du Sud va accepter que les richesses du Congo soient contrôlées par le Rwanda et par l'Ouganda? Vous êtes sûr que la Zambie va l'accepter? C'est cela. C'est pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas aller vous enfermer dans de fausses peurs. Parce que si jusque-là, les gens avaient laissé faire Kagame, c'est parce que Kagame était là en train de vouloir, en fait, se servir à partir de ce qu'il appelait les minorités qui étaient à l'Est. Mais au jour d'aujourd'hui, il est démontré que, je crois, il n'y a pas de problème. Ces minorités-là ne sont ni inquiétées, ne sont ni en danger. Et que s'ils se sont trouvés en situation difficile avec l'État, avec la loi, c'est parce qu'ils ont été instrumentalisés par le Rwanda. Et on demande au Rwanda d'arrêter. Qu'est-ce que nous allons proposer au Rwanda? Mais nous proposons au Rwanda comme à l'Ouganda, parce qu'il faut parler de deux, un destin commun. Nous avons le moyen, nous avons des ressources de vivre avec eux. Nous avons besoin de développer pour mieux les servir. Ils n'ont pas à faire même bas sur nos ressources. Et ils veulent nos ressources, ils ne veulent pas notre développement. Ils veulent faire des ponctions de nos ressources, nous laisser dans un pays qui ne fonctionne pas, parce qu'ils veulent déstabiliser nos institutions à chaque fois. Les mandats sont de 5 ans, et bien à chaque fois qu'on les a renouvelés, les guerres commencent et on ne travaille pas. Et on n'a pas, tout l'argent est détourné pour faire la guerre. On ne se construit pas. Donc ils veulent ça. Parce que les zones qu'ils occupent là, eh bien, ils ne sont pas seulement occupés militairement. Pendant qu'ils occupent, l'exploitation des ressources continue. Et ils prennent ça pour eux. Tu vois? Nous allons leur montrer qu'un Congo développé créera du travail,
Nous avons des possibilités de créer du travail et d'absorber la main-d'œuvre de chez eux. Mais ils ne sauront jamais absorber la main-d'œuvre du Congo vers eux. Il n'y a aucun pays. Donc nous avons, et c'est ce que les Américains leur demandent, de mettre ensemble un destin commun. Très bien. Un destin commun. Je vous ai compris. Nous leur donnerons la possibilité d'éviter même en fait des génocides à l'avenir. Parce que nous sommes les seuls à pouvoir en fait donner à la CPGL ou à la SURGIL la dimension humanitaire. Parce que nous sommes les seuls qui pouvons, nous sommes un pays de plusieurs communautés mais qui ne connaît pas de guerre civile. Nous avons une expérience à exporter. Nous pouvons les renseigner comment on vit ensemble. Oui, là vous semblez faire prévaloir une logique de bon sens. Ce n'est pas le bon sens, c'est ça le pragmatisme même, parce qu'en fait, en négociation, on va faire quoi? Quels sont leurs besoins? C'est un pays qui n'a pas de ressources. Ils ont besoin de se développer. Ils ont besoin de ressources. Nous les avons. Au lieu de les prendre par la force, mais on fait des coopérations pour quelles raisons? C'est pour qu'ils accèdent à nos ressources par des voies acceptées par nous-mêmes. Parce que nous pouvons avoir des usines, mais nous avons besoin de marchés. Il y a de l'interdépendance, sincèrement. Il n'est pas dit que pour faire une intégration, nous tous devons être producteurs de même bien. Ce n'est pas comme ça. Il y a des principes que nous enseignons sur la matière de commerce et de coopération. Alors, ils doivent accepter le principe que le Congo soit un État fort. Est-ce que pris de cette manière-là, tel que le présente le professeur, M. Atundu, vous dites que le prochain sommet de la SADC, c'est où ça passe, où ça casse? Non. SADC ou CERGEL? La SADC, ça ne va pas casser. C'est CERGEL? Non, CERGEL non plus. Non plus parce que une organisation n'est pas faite pour se suicider. Et donc, la CERGEL va essayer de sauver et d'aller de sommet en sommet. Et le risque, c'est de banaliser la situation et nos souffrances. Et donc, de dire que c'est normal. Et si le Rwanda veut, bon, c'est normal aussi. Bon, nous ne voulons pas de cela. Voilà pourquoi notre diplomatie doit être à la fois offensive et persuasive. Aller chez des amis du Rwanda qui ont un intérêt chez nous. Voilà, ça. On ne va pas faire un dessin pour ça. Obtenir la qualification ou la révision de la qualification du statut de M23. Que se passe de, comment on appelle ça, des forces négatives à forces terroristes. Parce qu'ils vont reculer devant rien. Étant un instrument du Rwanda et peut-être de l'Ouganda aussi, ils vont le pousser à tout faire. Donc il faudrait que le tribunal, la Cour pénale internationale, se saisisse de ces personnages, que le mouvement soit déclaré un mouvement terroriste pour qu'enfin la paix, les conditions de paix et de collaboration soient imposées dans la sous-région. Et voilà pourquoi, par exemple, les attitudes de certains membres de la communauté nationale, par exemple la dernière déclaration de l'opposition. Bon, nous ne voulons pas de la tutelle ou de la responsabilité de l'initiative du Premier ministre. Non, ça c'est marchander la solidarité nationale et la souveraineté à la suite de certaines préoccupations de positionnement. Ici, les choses sont claires. Nous avons le leadership national. Vis-à-vis de l'extérieur, c'est qui? C'est Kabila, c'est le gouvernement, c'est l'armée. Et l'opinion publique doit venir en secousse, pas pour détruire la solidarité de ces trois éléments, mais c'est pour consolider et donner au monde la preuve que dans cette affaire, le Congo est un et indivisible. Ça ne sert à rien de proclamer l'indivisibilité territoriale si nous n'avons pas l'indivision psychologique et politique. Oui, ce que vous dites, c'est un souhait. Vous le dites en non, c'est un marche déjà. Oui, c'est un rappel, si vous voulez. Je demande aux frères qui, pour une raison ou une autre, ne sont pas d'accord avec Kabila pour des problèmes internes, mais ici, il s'agit de l'intérêt de tout le monde. Si nous perdons une partie ou tout du territoire national, il n'y aura plus de théâtre de revendications. Nous serons tous des apatrides. Donc voilà pourquoi il faut vraiment que nous soyons unis. Il n'y a pas de honte. Ce sont les circonstances de l'histoire qui ont fait qu'aujourd'hui, c'est Kabila qui mène le bateau. Eh bien, apportons-nous le concours qu'il est en droit d'attendre de nous. Si demain, des circonstances dramatiques ou heureuses font de quelqu'un d'autre le capitaine, eh bien, toute la nation doit lui apporter
le soutien qu'il est en droit d'attendre. Vous n'aurez pas entendu ce que vous avez dit, M. Atundu, que nous eussions été impardonnables. Professeur Bioya, à ajouter ou bien à terminer? Si, comme nous le disons, l'enjeu dans cette affaire, c'est le devenir du Congo comme une république souveraine, mais que le pays soit sauvé en soutenant Kabila, je crois que personne ne perdrait. Mais perdre le pays et perdre aussi Kabila, je crois que ça n'aura été un profit pour personne. Alors, je crois que c'est comme ça. Le problème aujourd'hui, ce n'est pas de savoir si on aide Kabila ou on aide le pays. Parce que l'Ouganda et le Rwanda, ils veulent devenir propriétaires du Congo. Parce que si le Rwanda et l'Ouganda triomphent à l'Est, l'Angola va prendre le Bas-Congo. Et la Zambie va prendre le Katanga. Parce que ça existe ce projet-là. Il existe un projet de la Grande Zambie, ça existait. Le soutien apporté par l'Angola, par le Portugal à l'époque et par les Anglais à la sécession du Katanga était au service d'un grand dessein qu'on appelle la Grande Zambie. Donc nous sommes en fait un peu... Si vous laissez triompher ces gens là-bas, mais alors la balkanisation, l'implosion du pays, c'est pour demain. Comme l'a dit Lumumba. Le pays ne sera plus. Alors les opposants, ils vont faire la politique ou quand le Congo ne sera plus là. Voilà, ce que vous dites, le professeur M. Atundu a également dit, il faut que le Congo reste un et indivisible. Et que le Congo vive. Et que le Congo vive, ça c'est ce que vous ajoutez. Pour mettre un terme à ce programme, entre guillemets, qui est à sa 5e édition et qui a eu, faut-il le rappeler, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, comme invité, le professeur Philippe Bioya, professeur des universités en République démocratique du Congo, et M. André Atundu Liongo, membre de la majorité présidentielle, ambassadeur de la République démocratique du Congo, Zaïre à l'époque, au Rwanda avant le génocide. Messieurs, mesdames, à notre prochaine édition. Au revoir.